Vous allez faire une journée de 6 heures, 7 heures, et on vous dit on va vous rajouter 3 heures dans la journée. Ça sert à rien de travailler si c'est pour rester au bureau et ne rien faire. Les pays qui travaillent le plus au monde sont les pays les plus pauvres. Nous l'avons dit plusieurs fois ici, le Bangladesh c'est 70 heures par semaine, l'Égypte c'est 50 heures par semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu beaucoup de réformes en France, contrairement à ce qu'on nous a dit. En 30 ans, on a eu 200 réformes sur le marché du travail. Rien n'est fait pour contrecarrer ça. Là, c'est des chocs qu'il faudrait. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Porcher. Avec tous les discours qu'on entend autour de nous, notre meilleure arme, c'est de les connaître et de les comprendre. Le média a tout changé, ou presque. On a débarqué avec 4 nouveaux rendez-vous quotidiens, dont 3 directs, contre-matinal, journal des luttes à 13h et nos rendez-vous du soir. Vous le savez, le média ne vit que par votre soutien. C'est le prix d'une information libre et indépendante. Pour soutenir votre média de manière pérenne, vous pouvez vous abonner à partir de 5 € par mois et n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter quotidienne gratuite sur lemediatv.fr/newsletter. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Alors avec toi aujourd'hui au programme, le 1er mai, la fête des travailleurs et des travailleuses, et puis la France a vendu Doliprane aux Américains. On va regarder ça, c'est parti. La semaine dernière, c'était le 1er mai, fête des travailleurs et des travailleuses, une journée chômée et payée qui permet de remettre les questions du travail et plutôt des droits des travailleurs sur la table. Entre 150 000 et 300 000 personnes ont battu le pavé pour cette journée historique partout en France jeudi dernier. Les Français ne travaillent pas assez, le coût du travail plombe les entreprises et l'activité, on prend trop de vacances, trop d'arrêts maladie, les attaques aux droits sont nombreuses dans le pays. Thomas, c'est l'occasion de faire le point avec toi et il y a aussi cette question centrale, mais trop peu traiter, celle des morts au travail. Je cite l'Humanité, les chiffres sont implacables. En 20 ans, le travail a fauché plus de 21 000 salariés et en a blessé 13,5 millions selon les données compilées par l'Humanité. Et encore, ces statistiques ne prennent en compte que les salariés du régime général de la sécurité sociale, auxquels il convient d'ajouter les données transmises par la Mutualité sociale agricole. Ces fichiers font état d'au moins 3125 agriculteurs morts depuis 2006, mais n'intègrent même pas les suicides. Des chiffres globaux qui laissent pourtant dans l'ombre plus de 8 millions de travailleurs pour lesquels les données sont au mieux lacunaires, au pire inexistantes. Et plus des 2/3 des 21 000 morts au travail sont des accidents de travail ou des maladies professionnelles. Thomas, quel est l'état de la qualité du travail aujourd'hui en France, qui est pourtant la 7e puissance économique mondiale? Mais tu l'as très bien dit dans ton exposé, là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. La qualité du travail est très mauvaise en France. Quand vous interrogez des salariés, ils sont quasiment 1 sur 2 à vous dire que pour eux, le travail délabre. Quand vous interrogez même des salariés sur la durée d'exercice de leur travail, vous avez quasiment 1 sur 2 aussi qui vous disent qu'ils ne pourront pas faire le même emploi à 60 ans. Donc, avant de se poser des questions sur reporter l'âge de départ à la retraite, travailler plus longtemps, travailler plus, il faut se poser vraiment la question de la qualité du travail. Est-ce que les gens travaillent dans de bonnes conditions? Et visiblement, en France, si on compare à d'autres pays de même niveau de développement, on est plutôt dans le bas du tableau qu'en tête. Qu'est-ce que tu réponds aux arguments qu'on entend beaucoup de la part notamment des libéraux, que les Français ne travaillent pas assez longtemps et que le coût du travail est trop cher? Alors déjà, sur la question de la durée du travail, on a discuté plusieurs fois. Quand vous prenez tout, la durée du travail indépendant, la durée du travail salarié, quand vous prenez tout, en fait, on voit bien que les comparaisons sont à peu près les mêmes. D'ailleurs, c'est très difficile de faire des comparaisons. L'OCDE le dit également. La vraie question, en fait, c'est la productivité. Quand vous regardez aujourd'hui, les pays qui travaillent le plus au monde sont les pays les plus pauvres. Nous l'avons dit plusieurs fois ici, le Bangladesh, c'est 70 heures par semaine, l'Égypte, c'est 50 heures par semaine, le Pérou, c'est pareil. Et puis après, quand vous allez dans les pays riches, on est légèrement en dessous, autour de 40 heures par semaine. Donc plus on se développe, plus finalement, moins on travaille. Pourquoi on travaille moins? Parce que la productivité augmente. 1 heure de travail aujourd'hui ne vaut pas 1 heure de travail d'il y a un siècle. Donc le sens de l'histoire, c'est de baisser le temps de travail et d'augmenter la productivité. Mais on assiste à quelque chose ces dernières années, c'est que la productivité française n'augmente pas. Pourquoi elle n'augmente pas? Parce que les emplois qui sont créés massivement sont des emplois précaires, c'est-à-dire des emplois en contrat précaire, ubérisation, etc. Et donc, dans ces conditions-là, c'est très difficile d'avoir une très bonne productivité. Quand vous n'offrez pas un bon cadre de travail à un employé, que vous pouvez l'ajuster en fonction des horaires, des besoins de l'entreprise, il ne faut pas s'étonner que la productivité ne soit pas au rendez-vous. La productivité, c'est combien on produit de biens en un temps donné. Parce que le travailleur n'arrive pas soit à s'habituer, parce qu'il sait très bien que demain, ça peut s'arrêter. Donc, il ne va pas s'investir pleinement. Donc, la productivité, elle a aussi beaucoup diminué à
cause de ce développement des emplois précaires ces dernières années. Et sur les arrêts de travail et les congés, qu'est-ce que tu réponds à tous les arguments? Oui, les Français se mettent trop vite en arrêt maladie, sont trop malades ou alors ont trop de congés. Déjà, quand vous êtes malade et que vous travaillez, vous allez travailler moins bien. Ça, c'est la première des choses. Si vous acceptez d'aller travailler alors que vous êtes malade, vous pouvez transmettre votre virus à vos collègues et ça peut être même en termes de productivité très inefficace puisque à la fin, vous allez avoir plus de gens qui sont malades. Et puis parfois, vous pouvez laisser traîner des choses qui peuvent s'aggraver et qui vont coûter plus cher et à l'entreprise et à la sécurité sociale. Donc c'est bien, c'est une chance, quand on est malade, de pouvoir s'arrêter. C'est une bonne chance. Et je veux dire, aujourd'hui, il faut arrêter d'avoir cette vision du travail parfaitement linéaire où on vous dit, vous allez travailler, par exemple, vous allez faire une journée de 6 heures, 7 heures, et on vous dit, on va vous rajouter 3 heures dans la journée. Mais ces 3 heures-là, qu'est-ce qu'elles vont gagner? Qu'est-ce qu'elles vont apporter en termes de production? C'est le moment où vous êtes très fatigué. Ça ne sert à rien de travailler si c'est pour rester au bureau et ne rien faire. En réalité, il vaut mieux travailler mieux, mais travailler moins, plutôt que d'avoir moins d'heures, moins de vacances, travailler plus longtemps. Est-ce que après 60, 62, 63, 64 ans, est-ce qu'on a la même productivité que quelqu'un qui va rentrer sur le marché du travail? Donc la vraie question, c'est le partage du travail et également de sortir de cette analyse, de voir le travail comme quelque chose d'élastique, d'extensible, sans impact sur la production. L'important, c'est de mieux organiser le travail, d'avoir de la productivité quand on travaille, c'est-à-dire d'être là quand on travaille, d'être content de le faire, plutôt que de vouloir travailler plus longtemps dans la soirée, mais de faire juste du présentiel sans avoir une production. Et puis quand on entend les libéraux et ou les patrons se plaindre des arrêts maladie, s'ils augmentent dans sa boîte, est-ce que c'est pas aussi un signe des conditions de travail dont on parlait à la première question? Tout à fait. Si le travail est de mauvaise qualité et qu'il y a des pressions... En fait, la question, c'est ça. Si vous ne donnez pas des moyens pour que les gens soient plus productifs, c'est-à-dire qu'ils produisent plus, qu'est-ce qu'il reste en fait? Il reste une forme de pression au travail pour que les gens ils aient peur et qu'ils produisent plus. Or ça conduit souvent à la fin à des burn-out, à des arrêts maladie, etc. Parce que les gens ne s'épanouissent pas dans le travail. Donc vraiment le cadre du travail pour que les gens puissent s'épanouir et être in fine productif, c'est de faire en sorte que le travailleur soit bien, donc qu'il ait un contrat stable, qu'il puisse projeter dans l'avenir, qu'il puisse prendre des congés quand il en ait envie, des arrêts maladie. C'est ça qui va lui permettre de s'investir. Si on part même de l'expérience, n'importe quel jeune qui arrive à se projeter dans une entreprise qui y croit va être beaucoup plus épanoui au travail et va être in fine beaucoup plus productif. Donc c'est vraiment important de ne pas rester que sur des variables quantitatives, mais d'aller aussi sur des variables qualitatives. Question un peu rhétorique, mais est-ce que c'est le code du travail qui est le problème de l'activité et ou du déficit en France? En fait, on nous a toujours parlé du code de travail qui serait très gros, etc. Et qui serait un problème sur l'emploi et la croissance. Il y a eu un certain nombre d'études qui ont été faites. À un moment, l'OCDE demandait aux pays de flexibiliser leur marché du travail. Puis il est revenu dessus en disant, en fait, il n'y a pas eu vraiment d'impact. Le Conseil d'analyse économique a même dit qu'il avait du mal à trouver un lien entre flexibilité du marché du travail et impact sur l'activité économique et la croissance. Donc, non, en réalité, au contraire, moi, je pense qu'on peut aller plus vite avec une voiture à partir du moment où on a des freins. Si on n'a pas de frein, ça va être beaucoup plus compliqué. Et vous savez, il y a eu beaucoup de réformes en France, contrairement à ce qu'on nous a dit. Quand on entendait les porte-paroles d'Emmanuel Macron à l'époque, par exemple M. Griveaux, à l'époque des lois travail, qui disaient « ça fait 30 ans qu'on n'a pas touché le code du travail ». C'est faux. En 30 ans, on a eu, c'est la Commission européenne qui les note, on a eu 200 réformes sur le marché du travail. Marché du travail et l'assurance, chômage, etc. Sur tous les pans en fait, liés au travail, on a eu 200 réformes. Sur la protection, on en a eu aussi énormément. Donc il y a eu des réformes qui ont été faites. Et ces réformes, elles n'ont pas eu les effets escomptés, elles n'ont pas créé de l'activité, elles n'ont pas créé de la croissance, elles ont surtout permis aux entreprises de faire des ajustements par les salariés. C'est-à-dire que les salariés sont transformés en meubles qu'on arrive à bouger en fonction des aléas de la conjoncture économique. Et donc, moi je pense que le manque d'investissement que l'on retrouve aujourd'hui de la part des jeunes dans l'entreprise, parce qu'il y a souvent ce jeu en disant voilà, les gens maintenant ils veulent un meilleur équilibre entre vie personnelle et investissement dans le monde de l'entreprise. Le fait qu'il y ait des secteurs aujourd'hui qui n'arrivent pas à embaucher, tout ça aussi est dû au fait que les politiques ces dernières années ont beaucoup trop tiré sur la corde, à mon avis, et aujourd'hui les gens ne sont plus dupes. Je veux dire, vous pouvez plus leur dire investissez-vous pour une grande entreprise française qui va grimper en 30 ans. Ils vont vous dire mais non, mais c'est fini tout ça. Parce que je sais très bien que si demain il y a une perte d'1 point de croissance, c'est moi qui vais trinquer.
c'est moi qui vais être licencié, on va me dire qu'on va ouvrir la même usine en Roumanie ou ailleurs. Donc les gens ne sont plus dupes. Et ça, tout ça, ça a été quand même très orchestré par des politiques, des réformes sur le marché du travail, par le fait de pointer du doigt des gens qui seraient trop feignants, des gens qui ne travaillent pas assez, etc., etc. Et ce débat se poursuit. Aujourd'hui, vous avez encore des livres où on vous dit que les Français ne travaillent pas assez, qu'il faut travailler plus, comme si c'était la solution à tout, aux retraites, à l'innovation, etc. Alors qu'en réalité, c'est bien plus compliqué que ça. Le lien, vraiment, il faut le rappeler, le lien entre la quantité de travail et la valeur, elle n'a jamais été établie en économie. Les premiers auteurs, traditionnellement, Ricardo, Smith, les premiers auteurs de l'économie, ils se sont dit, plus tu travailles, plus finalement ce que tu crées va avoir de la valeur. Ricardo appelait ça le travail incorporé. Donc, si tu travailles tant d'heures, c'est incorporé, ton produit, le produit que tu as fait aura beaucoup de valeur. Et en fait, les faits démontaient ça. Et donc, les économistes ont dit, Smith a dit, c'est le marché qui décide de la valeur. L'autre a dit, il y a une échelle de valeur en fonction des qualités. Mais personne n'a réussi à établir un lien entre durée de travail et valeur de ce que l'on produit. C'est pour ça qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup aujourd'hui, qui produisent des biens qui n'ont peu de valeur sur le marché, et d'autres qui vont travailler peu, mais qui ont une forte productivité, qui vont produire des choses qui ont de la valeur. Donc, il faut sortir du débat sur la durée, sur les congés à diminuer, sur le temps de travail à augmenter. C'est un faux débat. Justement, il y avait ce débat, et donc ce faux débat, mais surtout cette idée reçue comme quoi le Code du travail réglementait trop les entreprises et que c'est à cause de ça que les chefs d'entreprise avaient pieds et mains liés, qu'ils ne pouvaient plus embaucher, que ça coûtait trop cher, etc. Et c'est pour ça que Emmanuel Macron et Co. ont mis en avant les ordonnances Macron, les lois travail, tout ce qui a allégé vraiment le Code du travail. Et ça, on nous promettait une économie florissante, le plein emploi. En fait, ça a juste aidé les entreprises soit à délocaliser, soit à financiariser encore plus leur modèle. Oui, tout à fait. En fait, il y avait cette idée qui disait, pour pouvoir employer, il faut pouvoir se séparer facilement d'un travailleur. C'était ça. Il y avait les insiders, les travailleurs, les outsiders, et puis pour pouvoir employer facilement, on peut se séparer facilement d'un employeur. Et donc ces lois ont été votées avec cette idée-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ceux qui défendent ce modèle vont dire le chômage a baissé. Oui, le chômage a baissé, mais encore une fois, il a baissé sur de l'embauche de travailleurs précaires, sur de la création de micro-entreprises avec l'ubérisation, ou sur des gens en contrat précaire. Donc la flexibilisation du marché du travail, c'est ça. C'est finalement, il y a quelqu'un qui est chômeur, ça nous dérange, donc on va attaquer le statut de chômeur, il va plus avoir d'assurance chômage, donc il va accepter le premier emploi facile, et il va sortir des statistiques du chômage. Mais c'est de l'emploi précaire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, donc en quoi ça profite aux salariés ? Ça le profite avec le fait qu'il peut avoir un emploi plus précarisé. La deuxième des choses, c'est qu'en cas, effectivement, de perte de croissance, comme on le vit aujourd'hui, les entreprises peuvent facilement se séparer, mais beaucoup plus facilement, parfois même quand elles font des bénéfices au niveau mondial énormes, se séparer de leurs travailleurs pour compresser les coûts et garder et conserver leurs profits. Donc c'est en réalité une possibilité d'avoir recours à des volants de flexibilité et une facilitation et une facilité à licencier en cas de problème. C'est ça, ces lois travail. Mais pour le travailleur, soit il est au chômage et il est pauvre, soit il est travailleur pauvre, mais il restera pauvre. Ce lundi marque le début d'une grève pour les cheminots et Laurent Wauquiez a dit avoir un gros problème avec, je cite, les menaces de grève, que c'est un cinéma pour lui qui prend en otage les Français. Le candidat à la présidentielle déclaré veut interdire la grève pendant les vacances, par exemple. Est-ce que c'est une attaque, là, à un droit fondamental des travailleurs, Thomas ? En fait, il y a eu tellement de lois qui sont passées en 49.3, il y a eu tellement de dialogue social qui a été piétiné, qu'aujourd'hui, les salariés ont compris que la seule façon de se faire entendre, c'est d'établir un rapport de force, mais alors un rapport de force avec matérialisation vraiment de grève dans des moments stratégiques. On l'a vu avant les Jeux Olympiques, on l'a vu avec la grève des raffineries quand Total avait refusé d'augmenter le salaire au même niveau que l'inflation. Donc là, maintenant, la négociation douce, etc., elle ne donne pas de victoire. Et même des manifestations où tous les syndicats sont d'accord, ils n'arrivent pas à avoir gain de cause. Donc aujourd'hui, en fait, la capacité à bloquer est devenue un élément normal de négociation. Mais c'est le pouvoir qui est responsable de ça. Parce que s'il négociait normalement, on n'en serait pas dans cette situation. Maintenant, les gens l'ont intégré. On doit bloquer
pour avoir gain de cause. Et souvent, il n'y a même pas gain de cause. Et ceux qui ont tenté qui ont fait grève ont perdu des jours de salaire. Et puis, à l'occasion du 1er mai, certains journaux ou politiques de droite se sont amusés à dire que le 1er mai était un peu has-been et que ça ferait un peu moins de mal qu'il soit moins chômé, que ces règles uniques soient assouplies. Qu'est-ce que tu en penses? Il y en a qui étaient assez choqués par la dissonance entre la richesse dans le pays très concentrée et vouloir s'attaquer là au 1er mai chômé et payé. Surtout, ce qui est dingue, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent le 1er mai déjà. Il y a énormément de gens dans la restauration, dans les cinémas, dans le spectacle, et j'en passe, beaucoup. Donc il y a déjà une grosse partie de choses qui sont jugées comme essentielles et qui sont assurées. Des magasins sont ouverts, etc. Donc dire, on a l'impression que le 1er mai, plus personne ne travaille. Mais il y a une grosse partie encore des gens qui continuent à travailler. Et puis il faut qu'il y ait une fête des travailleurs. Elle n'est pas qu'en France, elle est dans la majorité des pays dans le monde. Donc c'est important de conserver ça. Mais voilà, c'est une volonté constamment du patronat qui se dit qu'il n'en a pas eu assez. Il a eu pourtant les lois travail, il a eu pourtant les baisses d'impôts. Là, maintenant, il veut des jours de congé, il veut la fête des travailleurs, il veut plus de temps de travail. Enfin, il y a un truc, et surtout, on le voit bien, une grosse partie du patronat, quand on regarde le CAC 40, ne connaissent pas la crise et n'ont pas connu la crise. Et moi, je pense que ils ont eu tellement de cadeaux ces derniers temps, on va dire depuis 2013, la politique de l'offre qui a été mise en place, qu'aujourd'hui, il n'y a plus de limites. Et ça, c'est important que le prochain politique mette des limites. Voilà, ils disent, voilà, on arrête tout. Maintenant, c'est comme ça que ça fonctionne et c'est tout. Parce que là, ils se sentent tout puissants. Ça y est, le Doliprane n'est plus français. Le groupe pharmaceutique français Sanofi a annoncé ce mercredi la finalisation de la cession de 50% de sa filiale Opella, détentrice du Doliprane, au fonds américain CDNR. Sanofi conserve une participation de 48,2% dans Opella, qui commercialise des traitements sans ordonnance. Et la banque publique d'investissement BPI France détiendra une participation de 1,8%. Une transaction qui rapporte au groupe 10 milliards d'euros. Ce nouveau chapitre marque le début d'une aventure prometteuse pour Opella, qui est prête à croire et à prospérer, a déclaré le directeur général de Sanofi dans leur communiqué. Il y a quelques mois, l'annonce de la vente d'Opella à un fonds américain avait provoqué un tollé et une grève des salariés. Le gouvernement avait alors décidé de la participation de la banque publique pour avoir une sorte de droit de regard sur les orientations stratégiques prises par le nouvel actionnaire. Le Doliprane est le médicament le plus prescrit en France, 300 millions de boîtes selon des données de mi-2024 de l'assurance maladie. Aucun autre traitement ne dépasse le seuil des 100 millions. Thomas, comment tu vois cette vente-là? Comment tu l'analyses? On est toujours dans les mêmes erreurs. On a l'impression que le Covid n'a pas eu lieu. Tu l'as très bien dit, c'est le médicament le plus consommé en France. C'est un médicament extrêmement important, notamment pour les enfants. Parce que s'il n'y a plus de Doliprane pour les enfants, on ne soigne quasiment qu'à ça, les maladies, les petits rhumes des enfants, les petites montées de fièvre. Donc c'est un médicament qui reste très important. Et la stratégie du laboratoire, c'est la même chose qu'avant le Covid. C'est-à-dire qu'on se concentre sur la recherche, ce qui est techniquement important, et on délaisse en fait le reste. Et le Covid, on s'est rendu compte que c'était sur le reste qu'on ne savait pas faire grand-chose, les masques, etc. Donc là, c'est important d'un moment se dire qu'est-ce que l'on doit sortir du marché. Ok, le Doliprane, c'est peut-être simple à faire, mais là, on va être dépendant parfaitement, entièrement. Est-ce qu'il ne faudrait pas réintégrer, comme c'est le premier médicament le plus consommé, réintégrer de l'amont à l'aval la production de ce médicament? Mais pour ça, il faut qu'il y ait des contraintes à la mondialisation, il faut qu'il y ait une stratégie politique qui soit claire et pas que des mots. Et là, on voit bien qu'en fait, encore aujourd'hui, c'est les stratégies des entreprises privées et seules qui décident finalement de ce qui est nécessaire et de ce qui ne l'est pas. Et ça, moi, ça me pose un problème parce que normalement, on était sorti de ça. J'avais entendu les discours du président de la République. Nous étions soi-disant sortis de ça. On était sur maintenant la réindustrialisation de biens que l'on jugeait stratégiques. Visiblement, dans le médicament, le Doliprane n'en est pas un. Très bien. Mais moi, ce qui me choque le plus, c'est que c'est encore une fois des choix d'entreprises privées qui servent eux-mêmes leurs intérêts. Et à un moment, il va falloir se poser la question à partir de quand les intérêts privés vont contre l'intérêt global. Et ça, normalement, c'est le rôle du régulateur de faire en sorte que tous les intérêts soient alignés. Et surtout, même quand on ne revient pas aux périodes du Covid, il y a une semaine, le président de la République nous disait qu'il fallait s'indépendantiser des Américains. Et là, on voit qu'un médicament stratégique est vendu aux Américains. Est-ce que depuis
Vu qu'entre-temps, Trump est arrivé au pouvoir, est-ce que ça change la donne ou est-ce que ça rajoute de l'inquiétude à l'inquiétude? Non, en fait, ce qui est dingue, c'est ça. C'est qu'on est dans la politique de l'instant. Ça fait une trentaine d'années qu'un certain nombre de grandes industries sont démantelées et vendues en partie à des Américains. Il y avait normalement ce tournant où tout le monde se rend compte qu'il faut que sur un certain nombre de secteurs, nous soyons indépendants des Américains ou d'ailleurs, que nous ayons notre souveraineté. Et là, on se rend compte que sur le cas du Doliprane, qui est un cas emblématique, il y a eu quelques tentatives rapides avec la BPI, etc. Mais qu'au final, le business continue as usual. Et c'est assez dramatique parce que je suis sûr que là, le Doliprane, c'est le cas qui est mis en avant, mais derrière, j'en suis persuadé, il y a tout un tas d'autres entreprises où les promesses de réindustrialisation ne sont pas tenues. Et est-ce que la vente à 50% ou la présence à 1,8% de la BPI, ça te rassure ou pas? Non, puisque finalement, si c'est une présence pour faire acte de présence, ça ne sert à rien. Et là, visiblement, c'est le cas. C'est une petite participation, hein. Mais c'est ça le truc. Est-ce qu'on fait acte de présence? Ça a été le cas pendant très longtemps à EDF. L'État était actionnaire majoritaire. Mais c'était un État pantouflard. C'est-à-dire, il a des actions, il fait rien, il décide de rien. Ou est-ce qu'on a des participations pour en faire quelque chose? Là, c'est visiblement trop faible pour en faire quelque chose. Mais même dans des grandes entreprises où l'État a une forte participation, il faut qu'elle en fasse quelque chose. C'est-à-dire qu'elle ait une stratégie, un plan. Pas qu'elle soit là parce qu'elle est là et que ce soit un État pantouflard. Et le PDG dit que ça va permettre à Opella de prospérer. Est-ce que ça va permettre à ses salariés ou à l'intérêt général de prospérer ou, encore une fois rhétorique, au patronat, aux actionnaires d'Opella de prospérer? L'avenir nous le dira, mais l'avenir nous le dira. Je vais pas. Mais après, il est vrai qu'à chaque fois qu'il y a eu des ventes d'actifs français, nous avons eu le même discours. Ça va profiter aux salariés, etc. Ça va profiter, on se concentre sur des choses plus importantes, etc. Et aujourd'hui, le constat, on le voit bien, c'est que nous pouvons avoir des pénuries sur des médicaments. Elles ont fortement augmenté. Ce qui était inenvisageable il y a encore une quinzaine d'années. Inenvisageable d'avoir une pénurie de médicaments. Aujourd'hui, il y a eu des pénuries de médicaments pour le diabète, il y a eu des pénuries de Doliprane pour les enfants, etc. Et que rien n'est fait pour contrecarrer ça. Là, c'est des chocs qu'il faudrait. C'est pas des accompagnements, c'est pas des grands discours. C'est des chocs pour que ça n'arrive plus. Or, les politiques se disent, les gens s'adaptent, demain ils passeront à autre chose. Donc, le business, comme j'ai dit, peut continuer as usual. Merci à vous, chez vous, d'avoir suivi cet épisode de l'Instant Porcher. J'attire une dernière fois votre attention avant de se quitter. La situation politique est inédite, historique, vous avez l'habitude de me l'entendre dire. Et le média a tout changé ou presque. On a débarqué avec 4 nouveaux rendez-vous quotidiens, dont 3 directs, contre-matinale, journal des luttes à 13h et nos rendez-vous du soir. Vous le savez, le média ne vit que par votre soutien. C'est le prix d'une information libre et indépendante. Pour soutenir votre média de manière pérenne, vous pouvez vous abonner à partir de 5 € par mois. Et n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter quotidienne gratuite sur lemediatv.fr/newsletter. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.